pas d'élan, mais vous pouvez vous lancer dès à présent. Nous sommes à la première table ronde de la 4e édition de Roll-Event. Je reçois plusieurs invités qui vont se présenter et puis on dira ensuite de quoi nous allons parler. Je vous en prie, aucune préséance d'âge ou autre, lancez-vous. Je sais pas, donne un ordre peut-être. Alors, un ordre. Julien, notre parrain, il peut commencer. C'était lancez-vous, donc Julien commence. Ok, donc moi c'est Julien Pirou, je suis auteur de jeux, Lore and Legacy, La Bannière de Liberté, bientôt 100 cœurs si j'arrive à le terminer. Je suis aussi l'auteur d'un livre sur l'histoire du jeu de rôle, voilà, la grande aventure du jeu de rôle, sorti aux éditions Inis. Et plus proche du sujet qui nous intéresse, j'avais participé à l'écriture de ce livre, Fantasy Moyen-Âge, où j'avais écrit le chapitre consacré au traitement du Moyen-Âge dans le jeu de rôle. Voilà, donc il y a quand même un lien avec le sujet de la conférence de ce soir. Et puis voilà, très content d'être ici. Son voisin, alors il n'y a que des barbus, choisissez, je vous en prie. Toi Kiri, je t'en prie. Alors, bonsoir à tous, moi c'est Yannick Doudou Lapin. Donc je suis le co-auteur de Biashara, qui est un jeu de rôle qui s'inspire des cultures médiévales africaines. Donc forcément c'est en lien avec ce qu'on va explorer autour de cette table ronde. Et c'est suite à un échange avec Loïc justement aux Octogones, qui m'est proposé de venir échanger avec vous tous ici. Donc on va discuter, on va échanger. Il y a eu une partie de mes sources qui sont avec moi et j'espère qu'elles seront pertinentes au cours de l'échange. Bien. Alors pour ma part, c'est Dots ou Nicolas hein, pour les plus intimes. Moi, je suis streamer en jeu de rôle, principalement MJ, mais ça m'arrive aussi d'être joueur parce que c'est bien aussi de prendre les deux rôles. Je reviendrai peut-être par la suite sur un peu mon historique au travers du JDR. Alors sur ma chaîne, on trouve quand même pas mal d'actual play, forcément, de l'actualité autour du jeu et du jeu de rôle, tout ce qui est présentation de livres, des interviews avec les auteurs, pas mal de choses sur l'univers geek en fait, et aussi sur les mangas parce que c'est un grand truc et j'aime beaucoup les univers japonisants. Voilà, et puis j'écris parce qu'ils le disent tous, alors moi aussi, hein, j'écris actuellement mon jeu de rôle. Voilà, il est un peu tôt pour en parler, voilà. Et puis sinon, je fais pas mal de collaborations aussi avec les licences autour de la création de jeux, autour de licences existantes, dont pour l'instant on ne parlera pas non plus. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Merci à vous trois. Donc, alors, je risque, Yannick, de temps en temps, d'être tenté de t'appeler Doudou ou Lapin, puisque c'est écrit à l'écran. Dots, il peut m'arriver de t'appeler Nicolas, parce que je connais également ton prénom. Il n'y a pas de souci. Et puis, je suis content de vous avoir, et Julien aussi, qui, fort de sa modestie, n'a pas redit qu'il était coparrain avec Mélie Melzassar de l'événement Roll-Event de cette année. Quant à moi, je suis Dragan, dinosaure rôliste, vous vous en doutiez, vice-président de la Fédération française de jeux de rôle, et mon intérêt pour l'histoire est un intérêt assez récent qui remonte à quelques années. Et moi aussi, j'ai mis le doigt, je me suis coincé le doigt dans l'engrenage du jeu de rôle, donc j'ai écrit un jeu de rôle qui s'appelle Le Fil d'Argent, qui n'est pas publié, il y a tellement de boulot de maquettes, tout ça, et je pense que rien que l'histoire d'écriture d'un jeu de rôle, c'est aussi une histoire et une aventure. Je sais qu'il y a eu un film un documentaire sur le fameux Terry Gilliam de Don Quichotte qui s'est pas fait. Voilà, donc on est loin de prétendre à cette comparaison-là, mais on peut faire de l'histoire avec beaucoup de choses. Alors, et puis bonsoir aux personnes qui nous disent bonjour et qui vous disent bonjour et qui sont chauds pour échanger et poser des questions. Alors, le thème de notre table ronde, c'est l'héritage de l'histoire dans le jeu de rôle. On a pensé à 3 volets pour ça. Alors, on aura peut-être d'autres choses qui viendront dans nos conversations. Le premier, c'est la partie inspiration. Quand on dit inspiration, pour revenir un petit peu avec le géant, le mammouth, qui est Donjons et Dragons, l'inspiration est clairement Tolkien. Est-ce que vous aurez des choses à en dire, Julien, sans doute, et puis d'évoquer d'autres inspirations que vous avez pu voir qui sont vraiment très prégnantes dans les jeux. Alors,
Tolkien, évidemment, vient en tête parce que le Seigneur des Anneaux, évidemment, c'est un monument, mais pour le coup, Gary Gygax et Dave Arneson, les créateurs de Donjons et Dragons, le citent pas forcément en premier, puisque pour Gygax, qui est vraiment celui qui va le plus apporter le côté fantasy sur Donjons et Dragons, parce que Dave Arneson, lui, ses inspirations principales, c'est Star Trek et les films de la Hammer. Donc voilà, il aime bien les châteaux dans les forêts et tout ça, mais il y arrive par un autre angle, en fait. Et Gygax, lui, va apporter son amour pour Conan, pour Jack Vance, pour Michael Moorcock. Et en fait, Le Seigneur des Anneaux, ça arrive finalement assez loin dans sa liste d'inspiration. Par contre, ce sont des gens qui viennent de groupes qui font du wargame à la base. C'est dans ces clubs de wargame que naissent les expérimentations qui vont aboutir à la création du jeu de rôle. Et les joueurs de wargame, évidemment, sont des gens férus d'histoire, mais pas nécessairement, par exemple, du Moyen-Âge. En tout cas, aux États-Unis. Parce qu'évidemment, tout ça, ça se passe dans le Midwest américain. Les clubs de wargame, ce qui les intéresse, c'est la guerre de sécession, les guerres napoléoniennes et la Seconde Guerre mondiale, en gros, pour faire simple. Le Moyen-Âge, ça vient un peu par hasard parce qu'il y a des figurines qui sont fabriquées en Europe, qui arrivent aux États-Unis et ils disent « Ah, bah, elles sont chouettes ces figurines, ça serait bien qu'on en fasse quelque chose. » Ce qui va donner Chainmail, qui est des règles de wargame dans un cadre médiéval. Et Chainmail va être un jalon qui va amener à la création de Donjons et Dragons. Mais c'est pas un sujet qui les intéresse beaucoup, donc leur perception du Moyen-Âge, c'est Hollywood, donc c'est des films type Les Chevaliers de la Table Ronde et tout ça. C'est Prince Vaillant, la BD, et c'est certains romans, notamment des romans de Poul Anderson. Je crois que c'est Trois cœurs, trois lions, qui est, par exemple, toute la définition du paladin de D&D, elle vient de ce roman. Elle vient pas du tout des paladins de Charlemagne historiques ou pseudo-historiques. Voilà, c'est parce que Gygax a lu ce roman de Poul Anderson et il va prendre des idées dedans. Donc on voit que déjà c'est l'histoire déjà passée à la moulinette fictionnelle et qui, à partir de là, inspire le jeu de rôle. Donc il y a déjà eu une étape entre les deux. Moi, je remonterais même peut-être encore plus loin en arrière, parce qu'à la base, on avait quand même les Kriegspell, qui viennent d'Autriche, de Prusse, quoi, et qui étaient cette fameuse map de stratégie, parce qu'aujourd'hui, on voit les Warhammer ou les choses comme ça, mais qui était déjà une forme, effectivement, on va revenir sur, comme tu disais, la guerre de sécession ou ces choses comme ça un peu plus tard, mais déjà au milieu du 19e siècle, il y avait ces jeux qui sont inspirés bien sûr des stratégies militaires, où ils déplaçaient des pions, des choses comme ça, pour créer des événements, des scénarios. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont découlé de là, et on retrouve ces formations encore aujourd'hui. Donc déjà, elles ont bien traversé le temps. Effectivement, il y a pas mal de pistes. Moi, il y a des choses de toute façon qui sont... Par exemple, on parlait tout à l'heure, là, pendant l'inauguration de Captain Vaudou, de Pierre Conzental. Pardon. Je sais que là, on est inspiré des grandes fresques navales. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui viennent à l'esprit? Pour rester dans l'exemple Tolkien et la partie OSR, là où justement, comme on disait du côté des Gygax, on était plus inspiré sur la perception qu'on avait de cette époque. Il y a également des gens qui ont trouvé leur inspiration dans les langues, même si ça n'a pas donné directement du jeu de rôle. Je pense notamment à Tolkien, qui, en apprenant les langues, a voulu créer une œuvre, et finalement, l'enfant de cette œuvre a inspiré beaucoup de jeux sur table. Mais il y a aussi Baker, avec l'excellent Tecumel, qui pour le coup, lui, alors si je ne me trompe pas, c'est lorsqu'il avait entendu les 100 noms de Allah en Inde, il s'est dit, c'est magnifique, et en partant de cet amour de la langue,
il a voulu créer une langue indo-européenne. Et pour que cette langue serve à quelque chose, il l'a ancrée dans du jeu de rôle. Et ça a donné, j'oublie le nom, on va dire c'est le stress. Et le fait est que on a vraiment aussi l'amour des langues qui peut être un héritage du jeu de rôle, qui va donner des univers, qui va donner des systèmes, et qui va aussi donner des peuples et une nouvelle esthétique, une nouvelle imagerie. Et on a quelque chose d'une richesse totalement folle, mais qui malheureusement est sorti chez l'OSR, qui n'a pas eu, selon lui, l'exposition que l'œuvre méritait. Et on entend trop peu parler, selon moi, de Tekumel, qui a en plus un langage qui est assez évolutif pour qu'on puisse le parler actuellement, avoir des néologismes et tout. Enfin, il a vraiment fait un système de langue complètement fou pour cet univers. C'est les petites inspirations underground. Eh ben, écoute, moi, je ne savais pas. Alors, on a dans le chat la question qui était posée, ça a déjà été répondu sur le jeu que tu as coécrit, Yannick, qui est Biashara. On a aussi des conversations de spécialistes avec une précision qui nous a apporté sur le... Alors, je n'ai pas le nom que tu évoquais, Dutz, tout à l'heure, mais l'idée de Gygax, Kriegspell, non, Kriegspell, Voilà. c'est un nom générique en allemand, ça veut dire juste jeu de guerre. D'accord. Et après, voilà, oui, j'ai vu ce qui Total. se dit. Bon, après, oui, c'était de la stratégie. Maintenant, Attends, la bah, du coup, attends, toi tu réponds, mais je puisse évoquer verbalement ce qui s'est dit. Donc, ce qui s'est dit, c'est que le projet de Gygax, c'était de personnifier les ressources, et c'était pas des unités, mais des individus qu'on allait jouer. Et c'est ce qui est vrai. Moi, je parlais juste de, bah voilà, les petites pierres qui sont arrivées au fur et à mesure et qui ont amené à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, en tous les cas depuis les années 80 et comment ça s'est développé, hein. Mais que, effectivement, il y a des choses qui avaient été, qui ont, en gros, c'est les ressources de d'où notre héritage du JDR, d'où il vient, et toutes ces petites choses, et effectivement, les langues, l'histoire, la littérature, toutes ces choses-là, le cinéma aussi par la suite, toutes ces choses-là qui ont inspiré de super auteurs et qui ont créé beaucoup de choses autour et qui ont fait preuve d'imagination de dingue, quoi. Ouais, il y a aussi une mention qui nous est faite d'un jeu qui est vraiment très proche ou très appliqué à l'histoire, c'est les Lames du Cardinal. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? De nom uniquement. Alors, les Et, Lames du alors, Cardinal. et puis j'oublie évidemment Te Deum pour un massacre. Donc, je vais peut-être commencer par celui-là parce qu'il me semble encore plus historiquement carré que les Lames du Cardinal. Te Deum pour un massacre, c'est donc un jeu créé par Jean-Philippe Jaworski, romancier aussi qu'on connaît pour Gagner la guerre, Les Rois du Monde et j'en passe. Et c'est un jeu sur les guerres de religion. Donc pas le sujet le plus facile à explorer, mais qui du coup est passionnant. Et lui, il a vraiment dépeint cette époque avec une rigueur historique très poussée. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que finalement c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans le jeu de rôle. Vraiment le côté historique dur. Souvent, on va avoir des choses comme les Lames du Cardinal, justement, où on a un cadre qui est voilà, le règne de Louis XIII, on va dire les Trois Mousquetaires, hein, pour faire simple, mais avec des dragons et de la magie et tout ça. Donc, voilà, là, c'est quelque chose de plus typique, j'ai envie de dire, du jeu de rôle, qui va être on se met dans une époque, on utilise suffisamment de choses connues, historiques de cette époque pour que le cadre soit reconnaissable et qu'on puisse s'y projeter. Et puis, on rajoute des éléments fantastiques, ça peut être Cthulhu, ça peut être de la magie, ça peut être ce qu'on veut, qui fait qu'on est dans une sorte d'Uchronie, finalement, où on peut se permettre des choses dans la proposition ludique, où quelque part, c'est pas trop grave si on s'éloigne de l'histoire avec un grand H, parce qu'il y a cet élément magique un peu perturbateur. Ça, c'est quelque chose qui est... j'ai ce petit livre qui est très bien fait, le guide Kobold du world building, de la création de l'univers. Et il y a un des chapitres de ce livre de Wolfgang Bohr qui parle justement de ça, de à quel point on veut ancrer un monde dans l'histoire.
et à quel point on veut créer de la disruption par rapport à l'histoire telle qu'on la connaît, et comment trouver cet équilibre entre justement la familiarité, parce qu'on a ce cadre historique, qui souvent, en fait, c'est moins l'histoire réelle telle que les historiens l'ont recherchée, et plus l'idée que s'en font les gens. C'est de là que vient la familiarité, en fait. Et ce qu'on va y apporter d'un peu différent, d'un peu disrupteur, pour rajouter de l'excitation, du fun, de la surprise. Et jusqu'où on peut pousser le curseur sans casser, entre guillemets, la proposition. Il a une phrase où il dit « How much is too much ?» pour dire voilà, à quel moment on en fait trop, et du coup, on sort finalement les joueurs de ce cadre historique. Les Lames du Cardinal, c'est un bon exemple d'un jeu qui arrive, même s'il y a des dragons et de la magie sur Paris, voilà, il y a suffisamment quand même de ce cadre avec les mousquetaires et tout pour qu'on cette fantaisie qui vient des romans de Pierre Pével ne soit pas cassée par l'élément fantastique. Je vais laisser parler les autres un petit peu maintenant. Ouais, pour réagir à ce que tu dis, et ce qu'on a déjà commencé sur ce premier quart d'heure, c'est qu'on avait un premier volet qu'on imaginait l'inspiration, un second qui est l'hommage, et j'ai l'impression que là, dans les différents jeux qu'on a évoqués, on a des aspects. On a des jeux qui sont vraiment des hommages à un moment, en tout cas qui sont des jeux très précis, comme Te Deum, et puis on a des jeux qui utilisent l'histoire comme un décor, où on fait comme si on était là, mais en vrai, on se donne pas mal de liberté. Et il y a le côté inspiration qu'on verra dedans. Ça me semble une transition pour parler un peu de Biashara, que finalement on connaît peu. C'est tout frais, il me semble. Oui, c'est tout Et- frais, c'est en... Et je me permets juste une petite précision. On avait dans l'annonce de la table ronde évoqué Yannick et Dania. Alors, Dania a souhaité, par discrétion, modestie ou autre, ne pas doubler son propos avec celui de Yannick, parce que j'imagine que dans tous les cas, vous êtes plutôt d'accord et raccord. Mais voilà, on pensait qu'elle sera là, donc on t'invite également à exprimer ce qu'elle aurait pu dire si vous avez fait l'inverse. Oui, ben, déjà, il y a un point super intéressant que Julien a dit, sur lequel j'aimerais rebondir avant de partir sur Biashara. C'est lorsqu'il parlait exactement, enfin, lorsque tu parlais, Julien, parce que tu es là, alors, lorsque tu parlais de mélanger les mythologies anciennes avec l'histoire. Et je trouve que le plus bel exemple aujourd'hui, c'est la classe du barbare dans D&D, qui est littéralement l'héritage mythologique des Romains sur la vision qui a évolué avec le temps des gens qui ne parlaient pas leur langue. Où on a au début ce terme barbare, qui, pour les gens contemporains à cette époque, sont simplement ceux qui ne parlent pas leur langue. Puis ils finissent par être dépeints comme des gens sauvages qui n'ont pas de culture, pas de civilisation. Cette image du barbare encore, elle continue de décliner, le mythe continue d'évoluer, et au final, c'est quand même fou de penser que c'est nous qui avons donné une vraie essence à ce mythe, qui au final partait simplement de gens qui ne parlaient pas la langue. Et ça aussi, c'est intéressant avec l'histoire, c'est il y a des fois, lorsqu'on remonte à certains mythes fondateurs, on voit que ce sont des quiproquos qui ont dérivé au travers du temps et qui donnent au final aujourd'hui des choses nouvelles que pour nous, on imagine totalement vraies, puisque même dans le cinéma, lorsqu'on représente ces fameux barbares, ils ressemblent à nos barbares de D&D, mais pourtant à l'époque, c'était pas ça du tout. Et pour revenir maintenant à ta question, Dragan, faisant vite pour pas me monopoliser tout le temps de parole. Oui, donc le principe de Biashara, c'est une uchronie qui fait cohabiter tous les royaumes et empires africains pendant la période médiévale, avant l'arrivée des grands courants culturels, je dis bien culturels pour cette époque, que sont l'islam et le christianisme. Donc la façon dont on crée l'univers, c'est qu'on recherche chaque entité qui a été assez majeure et importante pour avoir une influence très très marquée dans le monde. On prend cette entité, on remonte à l'histoire de cette entité avant que le culte dit monothéiste devienne la croyance principale. À partir de ce moment, on voit quelle était la place de cette entité au sein de l'univers. On va la geler, l'entité, à cette époque.
on va créer le fluff autour, et ensuite on va regarder les voisins, et on va faire le même travail. Donc au final, on arrive avec un monde, je dirais, multi-uchronique, où on a tous ces empires qui sont certes réels, qui ont existé, et on les fait cohabiter en imaginant, bien sûr, que les gens sont toujours animistes, et les religions et croyances qu'ils avaient à cette époque. Donc en termes d'axes, il y a beaucoup le commerce, notamment les routes de la soie, qui ont commencé depuis avant Jésus-Christ. On a également la culture amazigh, donc qui est devenue le Maghreb, qui est devenu les Berbères à la suite de l'arrivée des Arabes. Mais là, du coup, si l'islam n'est pas arrivé, c'est que les Arabes ne sont pas arrivés. Donc on a toujours les peuples donc Amazigh au pluriel. Et donc du coup, si les Amazirs sont toujours là, ça veut dire que les colonies celtiques des gens qui ont fui les Huns sont toujours présentes. Donc il y a vraiment un univers, je dirais, fertile et qui regorge de ressources et d'enjeux, en sachant bien sûr que ce qui a motivé l'arrivée de l'islam, notamment en Afrique du Nord, c'est le commerce. Donc en fait, l'essentiel de nos recherches et l'essentiel des entités qu'on va prendre se base sur leur importance commerciale à cette époque. En gros. Eh Et ben, écoute, après, Yannick, c'est très intéressant. Alors, tu as dit quelque chose au début que j'avais pas imaginé. J'ai lu une description rapide sur la page du site qu'on remettra en lien. Et première réaction à chaud, je me dis un jeu dans lequel on revisite ou alors on envisage un what if sur des sujets qui peuvent être touchy comme la religion, les deux religions principales que tu as évoquées. Est-ce qu'il y a un moment dans votre dans votre écriture, vous vous êtes dit oula, est-ce que c'est pas un peu délicat? En tout cas, c'est très bien d'avoir fait ça. Je trouve ça très chouette, mais il n'y a pas un moment une petite alarme qui s'est déclenchée en disant faisons attention. non, pas vraiment. En fait, non, on pense sincèrement qu'on peut parler de tout quand c'est fait avec respect. Le Comment dire ça? Comment le dire correctement? Le fait d'inclure la religion, c'est parce que, on tombe bien, on va commencer à les sortir. L'un des livres qui a vraiment complètement changé notre vision de Biashara, c'est l'an 1000. En fait, c'est une historienne américaine, donc Valerie Hansen, qui explique comment en l'an 1000 la mondialisation a commencé. Pour elle, c'est lorsque les Scandinaves vikings sont arrivés au Labrador, ce qui va devenir le Québec après. On retrouve un axe commercial mondial qui part du nord de l'Amérique et qui va jusqu'en Océanie, en passant par l'Europe. Et un point qui est super intéressant, et c'est aussi l'approche qu'on a des cultes, justement, c'est lorsque Vladimir Ier, après avoir fondé la Russe de Kiev, reçoit la visite des émirs, des religions, il hésite à savoir quel sera le culte des Russes. Russes, ça j'entends RUS, Russes de Kiev. Et au final, le culte qui lui plaisait le plus, c'était le culte hébraïque. Sauf que à cette époque, le centre du monde, c'était la Méditerranée. Et lorsqu'il a regardé les alliés hébraïques qu'il y avait sur cette région du monde, il a trouvé que l'alliance juive était trop faible militairement pour que eux puissent développer une colonie et soutenir militairement via les Varegs et les mercenaires le développement des juifs autour de l'Asie mineure et de la Méditerranée. Pour ce qui était de l'islam, il trouvait que le porc et l'alcool, c'était des restrictions bien trop importantes pour son peuple. Et donc il s'est tourné par défaut vers le christianisme orthodoxe parce qu'il trouvait que l'église de Rome avait trop de restrictions. Et c'est vraiment comment dire ça, un aspect culturel de la religion comme étant un code moral, comme étant un code militaire et comme étant des alliances économiques. C'est avant qu'il y ait des codes civils, avant qu'on soit connecté comme on l'est aujourd'hui,
ce qu'on avait en commun, c'était la religion. Ma religion me dictait mon code moral. Je savais que je partais de n'importe où dans le monde. J'arrivais à un point B qui avait le même culte que moi. Je savais comment vivre avec eux, je savais comment parler avec eux, je savais quoi faire en société, quoi ne pas faire en société. Donc après, c'est comme ça a été dit encore une fois par Julien, je suis très très fan, c'est comment on va exploiter ce matériau et comment on va le modeler pour notre volonté. Et nous, dans Biashara, c'est notre volonté d'aborder la religion sous cet aspect, je dirais, économique, culturel et aussi religieux. Ouais. Moi, ça m'intéresse à double titre déjà parce que c'est intéressant et aussi, je me suis rendu compte en faisant les scénarios du fil d'argent où à chaque fois on va de plus en plus loin dans le passé, c'est que plus on reculait de plus en plus, plus la religion était présente. Ayant fait différents tests, j'ai un scénario qui se passe au concile de Valladolid qui servait à déterminer, pour ceux qui ne le savent pas, si les indigènes d'Amérique du Sud étaient des enfants de Dieu ou pas. Et si on allait les maltraiter, alors eux, on a dit que oui, et puis en Afrique, on a dit que non. Voilà. Donc, je me dis, il y a des sujets, c'est pas forcément facile de jouer avec. Alors, j'ai vu Julien hocher la tête. Est-ce que, Nicolas, déjà dans les choses qui sont dites précédemment, il y a des trucs sur lesquels tu aurais des réactions ou des questions éventuelles ou des compléments de réflexion que tu as? Ah, d'accord, j'avais compris que tu parlais à Julien, je pensais. Alors, bon, moi, déjà, de formation, je suis très admiratif de ce que dit Doudou parce que il y a beaucoup de choses. Moi, de formation, je suis géographe. Donc, je ne suis pas vraiment historien. Par contre, effectivement, l'empreinte des religions s'inscrit énormément dans le JDR, que ce soit des religions monothéistes comme on les connaît, ou des religions type ce qu'on peut connaître du celtique ou du scandinave. Entre autres les trolls, les nains, les elfes, les fées, quoi, tous les peuples des fées qui sont énormément inscrits dans le jeu. Et même si étonnamment, parce que moi, dans les années 90, j'étais aux États-Unis, donc pas la bonne période pour le JDR, où c'était plutôt diabolisé, et donc c'est vrai que j'y suis plutôt revenu dans les années 2000 quand j'étais en France, mais c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire de faire quelque chose, et peut-être que c'est pour ça aussi, parce que c'est un peu des valeurs païennes dans certains jeux, que l'Église a tant matraqué jeux de rôle. Je pense que c'est pas opposé en réalité, et on le voit aujourd'hui que c'était complètement ridicule à l'époque ces histoires-là, mais que l'empreinte des différentes religions et qui apporte aussi l'empreinte culturelle des différents peuples et dans la construction en fait des jeux. Alors c'est un peu chronique, mais quand je vois par exemple Septième Mer aujourd'hui avec des peuples de plein d'époques, maintenant il y a même les Grecs, il y a plein de choses, bah, je trouve ça hyper intéressant parce que même si parfois l'histoire n'est pas tout à fait juste, ça apporte aussi des éléments, ça raconte des choses, et il y a toujours quand même une part de vérité dans tout ça, quoi. Concernant la vérité, ça me permet de rebondir sur une question du public, d'un dénommé Souriceau. Alors, on ne sait pas s'il est gris, peut-être. Il nous le confirmera à l'écrit, sur l'approche qu'on peut avoir de l'histoire dans les jeux de rôle et de la facilité d'en avoir une approche avec une vision occidentale. C'est-à-dire que, est-ce que la série Spartacus se passait vraiment comme on la voit dans la série? Il y a des tas d'éléments comme ça où on peut se poser des questions. Pareil pour Viking. Est-ce que par rapport à ça, vous auriez l'envie de coller au plus près de la réalité et puis profiter que ce soit un jeu pour justement rétablir, en tout cas battre en brèche l'idée commune qu'on s'en fait? Ou bien on s'en sert, c'est du décor, ça fait du fluff, j'ai envie d'avoir un glaive et d'avoir un nom qui finit par us, et puis voilà, j'ai pas besoin de plus. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aurais tendance à dire que aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ça, du fait qu'il y a eu
j'ai pas envie forcément de parler d'appropriation culturelle, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très chargé, mais du fait que parfois des choses étaient utilisées un peu à la légère, disons, sans vraiment trop se renseigner, et plus en se basant sur ce que c'était dans l'imaginaire populaire. Et on voit aujourd'hui que, parce que il y a de plus en plus d'auteurs d'horizons de plus en plus variés qui ont accès à la possibilité d'écrire et de publier des jeux, et je pense que c'est vraiment une très très bonne chose, vont corriger un peu le tir en disant bah en fait, voilà, moi si j'écris sur ma culture, ça va être plutôt ça. Il y a un exemple récent auquel je pense, qui est un jeu, c'est un peu, j'adore Shadowrun. Shadowrun, c'est un de mes jeux favoris, mais le traitement des nations des Américains d'origine est un peu cliché, et parfois, dans certaines des premières éditions, ça n'a pas forcément très bien vieilli. Mais récemment, il y a un jeu qui est sorti, alors je ne crois pas qu'il soit disponible en français, c'est Coyote and Crow, en anglais, Coyote et Corbeau, ou Corneille, je ne sais plus si Crow c'est Corbeau ou Corneille, j'ai un doute en anglais. Corbeau. Et du coup, ce jeu, en fait, c'est un jeu de science-fiction tendance, on va dire, futur proche, pas tout à fait cyberpunk, mais un peu, mais qui est entièrement écrit par des auteurs qui sont eux-mêmes d'origine des nations américaines d'origine. Donc, du coup, leur traitement de ce que pourrait être des nations amérindiennes, le terme est un peu suranné maintenant, mais des nations amérindiennes dans un futur cyberpunk est totalement différent et absolument passionnant, parce qu'ils apportent une perspective qu'effectivement l'auteur blanc, WASP de base n'aurait pas eu. Donc ça, je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Et je voulais revenir sur ce que disait Dutz sur la religion, le rapport à la religion par rapport aux jeux de rôle aux États-Unis. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est que il y a quelque chose qui est maintenant considéré comme acquis par énormément d'univers fantasy, qui vient vraiment de Donjons et Dragons, qui est l'idée qu'un prêtre, un clerc, reçoit des pouvoirs de son dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément, on trouve pas chez Tolkien, par exemple, on trouve pas. Voilà. Et ça vient vraiment en fait de Gary Gygax, qui lui-même était témoin de Jéhovah, et du coup pour lui c'était quelque chose d'important à mettre dans le jeu. Il y a une partie qui est venue de Dave Arneson, qui lui en fait était fan des films de la Hammer, et en gros dans un film de la Hammer, il y a Dracula qui arrive et le prêtre sort son crucifix et ça repousse le vampire. C'est devenu un pouvoir à la table de Dave Arneson. Gygax, il a poussé ça encore plus loin en disant t'as un dieu, ça veut dire qu'il faut que tu le respectes et le dieu te donne des pouvoirs en échange. Mais c'est pas sorti de nulle part en fait, c'est venu parce que cet auteur-là avait ce rapport-là à la religion et l'a mis dans le jeu. Et maintenant, on trouve quantité de MMORPG qui se sentent obligés de dire le prêtre reçoit des pouvoirs de son dieu, c'est des pouvoirs de la lumière, c'est machin. C'est pas du tout anodin. C'est lié à la perspective de cet auteur qui avait ce vécu-là et ces croyances-là. Donc voilà, ça je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que parfois on a, en particulier quand il est question de Donjons et Dragons, j'avance sur la table ronde de dimanche un petit peu, mais il y a un héritage de Donjons et Dragons qui est très très lourd sur le jeu de rôle, on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui pousse à concevoir des choses d'une certaine manière, alors qu'en fait c'est pas une manière neutre. Voilà. Quand tu dis ça, je suis en train d'imaginer à quel moment il y en a un qui a vu un film chinois avec quelqu'un qui descend d'un immeuble en tombant le long du mur, en touchant le mur à plusieurs reprises sans se faire mal. Et donc voilà, je pense aux moines. Est-ce qu'ils en ont vu un devenir fou furieux et gagner des points de vie de la Constitution? Mais j'avoue que l'anecdote est assez dingue. Tu sais que le fait les trucs comme ça. Le fait qu'il y ait l'ordre et le chaos sur c'est juste parce que Gygax lisait Michael Moorcock et Elric, et il a dit c'est super pour typer mes personnages, donc je vais avoir un axe du bien et du mal, parce que voilà, et l'ordre et le chaos parce qu'il lisait Elric à ce moment-là. D'ailleurs, je me pose une question, je vous interroge, vous puis de science, désolé.
Là, on parle beaucoup de héros, de militaires, de guerriers, de choses comme ça. Quand est-ce que le PJ est devenu une personne de tout à chacun? Je pense entre autres à Cthulhu ou des choses comme ça, mais il y a peut-être eu des antécédents où c'était une personne lambda, on jouait une personne lambda qui se retrouvait dans une situation beaucoup moins lambda. Et comment c'est arrivé ce genre de choses? Parce que c'est vrai qu'à la base, quand on fait du GA, on voulait tous être le héros de l'histoire de machin. Alors, le temps qu'ils réfléchissent, moi, je peux dire que ce désir-là, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans les histoires, dans les bouquins. J'aime bien l'idée des personnages simples qui se retrouvent dans des situations, un peu le voyage du héros, et qui va devoir se dépasser. C'est un choix que j'ai fait dans mon jeu. On joue des gens qui sont historiens de l'art, donc ils ont aucune compétence martiale, c'est pas des mercenaires, c'est pas des ninjas. Et aussi parce que, ayant beaucoup joué à Donjons et Dragons, j'ai toujours décroché aux alentours des niveaux 10 et 11. Moi, ça m'amusait plus du tout d'avoir des gens qui étaient tellement au-dessus de la masse. Voilà. Petite parenthèse perso. Julien, Yannick, avez-vous une idée pour répondre à Nicolas? Bah, moi, je dirais. Enfin, j'essaie d'organiser mes idées. Il y a une chose très intéressante de ce que tu soulèves, Dust, c'est que D&D propose de jouer des héros. Et si on reprend le terme dans son étymologie, un héros, c'est un humain qui est passé à la divinité. Là, ça va reprendre, je rebondis en même temps sur ce que disait Dragan sur la mythologie d'un jeu. Pour moi, dès qu'on veut s'intéresser à ce que raconte la mythologie d'un jeu, on n'a pas le choix de mélanger le game design et l'histoire. Ça peut être soit la petite histoire, auquel cas on a envie de proposer une expérience et l'histoire n'est qu'un environnement, soit on a un game design qui veut que le système et les mécaniques racontent quelque chose d'historique, donc auquel cas on va se rediriger peut-être par là, du cas de Dust, où on va sortir les personnages de la mythologie héroïque, pour au final avoir quelqu'un du quotidien qui a des enjeux qui peuvent le devenir. Tout bête, Legend of the Five Rings, j'ai très peu joué, mais mon personnage, c'était quelqu'un du crabe. Donc pour ceux qui n'ont pas joué, ce sont des guerriers, des brutes épaisses. Et son Bushido, c'était de maîtriser la cérémonie du thé, à savoir l'acte le plus raffiné que ces gens avaient à cette époque. Et l'intérêt de ce personnage, c'était justement de sortir la brute épaisse et d'avoir un but qui était dans le raffinement, la culture. Et c'était même pas pour séduire une dame. C'est juste pour flexer. Les gars, on est au camp. Demain, il y a des démons, on va peut-être crever. Attendez, regardez la cérémonie que je vous fais, messieurs. Ça va devenir fou. Et ce jeu est un super exemple de ce qu'on prend à l'histoire, avec notamment le concept de Bushido, la cérémonie du thé, où ben, là, on va se diriger vers des enjeux, on va dire, plus humains, plus anodins, mais on reste quand même un crabe, on est un Space Marine avec un bâton, on tue du Oni, et c'est du Bronson. Donc, ça dépend beaucoup de ce que le jeu veut, ce que le jeu et l'univers veut raconter. Et après, ben, ouais, je pense que ça a commencé à changer parce que ben, D&D a 40 ans, on évolue, nous les joueurs on évolue, les créateurs on évolue, on veut amener d'autres choses sur la table et au final, toujours sauver le monde, ben, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire quand on se réunit entre amis. Et puis des jeux où on sauve le monde, ça fait du bien aussi, hein. Il n'y a pas de bons jeux ou de mauvais jeux, de bons chasseurs ou de mauvais chasseurs. Pour reprendre, c'est Scott McCloud qui est un auteur de BD qui a fait L'Art Invisible et un autre qui s'appelle Réinventer la bande dessinée. Ouais. Il parlait de l'hégémonie du comics de super-héros et il disait pour moi, le comics de super-héros, c'est comme un gâteau au chocolat. C'est délicieux, mais tu peux pas manger que ça. Et je pense que dans le jeu de rôle, bah, c'est pareil. Avec le temps, on commence à apprécier des repas équilibrés avec des plats très différents. Voilà. La métaphore peut se perdre en route, donc je vais l'arrêter ici. Moi, je la vois très bien, la métaphore, hein,
quand on a commencé à faire des bandes dessinées où on avait les communs du mortel qui regardaient les super-héros passer au-dessus d'eux, détruire des trucs, etc., et comment ça impactait leur vie. Donc voilà, voir des Il choses y à a côté, les Batman. petites histoires, les à côté, c'est plutôt intéressant de ne pas toujours être en train de faire les événements les plus importants de l'histoire. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des idées pour développer le sujet de la relecture de l'histoire en jeu de rôle? C'est-à-dire, il y a un événement qui s'est passé d'une certaine manière, et est-ce que vous avez des jeux en tête qui disent, eh ben, écoutez, qu'est-ce qui serait passé si c'était passé, enfin, si la suite avait été différente? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent à l'esprit et qui sont pas moins intéressantes comme Uchronie? Star Marks, par Ouais. exemple. Non, mais pour prendre dans un peu... Parce que c'est drôle aussi, il faut dire que c'est pas forcément sérieux le jeu de rôle. Mais Star Marks, comme beaucoup d'autres trucs, ont été faits dans le style des nanars en filmographie. Ça fait partie des choses qui auraient pu se passer, qui ne s'est pas passé, mais quand on les lit, on se dit, si ça s'était passé comme ça aurait été drôle quand même. Bon, peut-être pas si on l'avait vraiment vécu, mais là, comme ça, dans l'instant, c'est celui qui me vient vraiment en tête. Après, je suis sûr qu'il y en a plein. Concernant les jeux, pardon, où on aurait l'expérience de jouer des personnages communs, on a Fafikul, j'espère que je le prononce bien, qui évoque le jeu Warhammer, qui propose ce genre d'expérience, ou des personnages communs. Alors moi, j'y ai assez peu joué. Pour ma part, j'ai eu le sentiment que la difficulté était telle, en tout cas c'est une petite aversion perso que j'ai pour le dessin, que j'avais vraiment l'impression d'être commun, alors que la description était balèze. Mais je vois bien ce que tu veux dire. Il y a tellement d'enjeux autour de soi qui ont lieu qu'on n'a pas forcément l'impression de pouvoir être d'agir sur la destinée du monde. Mais justement, je pense qu'il y a un point qui répond aux deux questions. Je pense que l'une des choses qui a changé aussi, c'est que on commence de plus en plus à avoir une relation intimiste au jeu de rôle. Donc là où avant, on va dire qu'on allait piocher dans la grande histoire, aujourd'hui, on peut piocher dans l'histoire qui est beaucoup plus personnelle. On prend un jeu récemment aussi simple que Monster Hearts 2, qui est littéralement l'adolescence et tout ce que ça a de compliqué adapté en jeu. Et il me semble que depuis qu'il y a des êtres humains, il y a des adolescents, donc on peut vraiment le mettre dans la structure de l'histoire. Il y a eu aussi, il y a l'excellent Nock, où en fait c'est des éléments dans l'histoire qui ont laissé des marques assez. Nock qui part du postulat, toutes les théories du complot sont vraies, voici l'univers. Donc, on peut vraiment prendre Nock, on peut prendre un complot qui nous a touchés de manière intime, et on peut l'amener sur la table, on peut en discuter, on peut même dire ce qu'on souhaite dire, mais qu'on ne veut pas dire en public, mais qu'on peut faire passer au travers du jeu. Peut-être une réinterprétation des fables, jeu de rôle de La Fontaine. Ou sinon, il y a aussi un auteur américain qui a fait un jeu sur l'événement Black Lives Matter, qui est très très proche de nous au final, mais c'est aussi un événement culturel historique qui a marqué les gens et qui a été adapté en jeu. Donc, je pense que avec maintenant une approche beaucoup plus intimiste, et c'est Biachara pour moi, avec une approche beaucoup plus intimiste, on se rend compte que le quotidien, c'est vraiment super pour raconter des histoires et donner des cadres de jeu. Effectivement, là, tu nous apprends un jeu dont je ne connaissais pas l'existence. Julien, peut-être, ça vous parle, non? Lequel? Non, pour le coup. Ce qu'il vient de nous dire là, sur Non, alors jeu. Nock, oui, parce que c'est Orion, donc c'est un copain. Donc Non, ça mais je aide. parlais du jeu Black Lives Matter, là. Ça me parle, oui, ça me dit quelque chose. Eh ben, En fait, c'est que le créateur a refusé que le jeu soit traduit de quelconque façon, parce que pour lui, l'essence des mots et l'essence de ce qu'il voulait véhiculer, il avait peur qu'en changeant d'une langue, certaines nuances soient perdues. Donc, aucune traduction. Ça se joue en anglais, point final. D'accord.
Ça me Moi, je voulais renvoie, je t'en prie. partager une anecdote parce qu'on parlait du Chrony tout à l'heure. Et un jeu que j'adore, qui est un de mes jeux favoris, c'est Château Falkenstein. Oui, par Château Marteau. Falkenstein, c'est 1870, mais 1870 alternatif, où voilà, bon, il y a des fées, il y a des dragons, tout ça, mais surtout Louis II de Bavière n'est pas mort et prend la tête d'une Europe unifiée contre Bismarck, et il y a plein de personnages tirés de la fiction, des personnages romanesques qui apparaissent, et donc ainsi que des personnages historiques. Donc on va avoir Jules Verne qui existe dans ce monde, mais aussi le capitaine Nemo. Et en fait, Jules Verne est son biographe, par exemple. Donc on a des choses qui sont assez amusantes comme ça. Et il y a quelques années, je participais à l'écriture en fait d'un supplément qui devait sortir en anglais, qui est dans les limbes depuis parce que les droits du jeu sont passés entre plusieurs mains, et un jour peut-être il sortira, qui était en fait le guide de Paris pour Château Falkenstein. Et notamment, j'écrivais la partie consacrée, en gros, la description des lieux emblématiques de Paris et la description en gros, le who's who, le Gotha. J'ai expliqué ça à mon contact américain. En fait, c'était quoi le Gotha en français, parce qu'il ne comprenait pas le concept. Et du coup, voilà, les personnages importants de cette époque. Et en faisant des recherches historiques, justement, pour ces personnages, parfois fictionnels, parfois réels, j'ai trouvé des coïncidences qui étaient vraiment parfaites. Et mon exemple préféré, c'est... vous connaissez sûrement Edgar Allan Poe. Peut-être que vous avez vu récemment la série sur Netflix, La Maison Usher, qui a rappelé un petit peu certains de ses personnages et de ses histoires. Mais il y a un de ces personnages qui est un détective qui s'appelle C. Auguste Dupin, et qui est un peu un des précurseurs de Sherlock Holmes. C'est un détective super intelligent, qui est super analytique, voilà. Et qui est un Français, du coup. Enfin, on devine en tout cas qu'il évolue à Paris à la fin du 19e siècle. Et du coup, je voulais que ce personnage soit un des PNJ pour le guide de Paris de Château Falkenstein. Et parmi les autres PNJ, il y avait aussi George Sand. Sauf qu'en fait, George Sand, c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Aurore Lucille Dupin. Déjà, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Est-elle liée à Auguste Dupin? Et là, je découvre, en me renseignant sur la vie de George Sand, qu'en fait, dans notre vrai monde, elle avait un frère qui est mort très jeune et qui s'appelait Auguste. Donc, littéralement, c'est le cas de le dire, le frère de George Sand était Auguste Dupin. Et donc, dans le monde de Château Falkenstein, en fait, le frère de George Sand n'est pas mort. Il est devenu adulte et c'est devenu un détective incroyable. Voilà. Et du coup, c'est des choses que j'aurais jamais su si j'avais pas commencé à lire des biographies, si je m'étais pas un peu plongé dans la vie de ces personnages. Donc je pense qu'un auteur, même quand on travaille sur un monde fictionnel où il y a des fées, des dragons, on a tout à gagner en fait à lire, à se renseigner, à lire des choses historiques, à plonger un peu dans la matière, parce qu'on va trouver des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, et parfois la réalité est plus étrange que la fiction. Et voilà, c'est juste une petite anecdote, mais que je voulais partager avec vous. Et maintenant, j'espère que comme moi, vous avez envie que ce guide de Paris sorte un jour, parce que voilà, je pense que ça aurait fait un beau supplément, et ça m'agace vraiment qu'il soit dans les limbes, entre guillemets. Ouais. Je réagis quand tu parles des fées. Ça me fait penser à un jeu dont le nom nous a été soufflé en coulisses, qui est Les Héritiers, qui se passe Oui. en France. Et alors, je connais un peu le pitch, je sais que le sujet des fées est dedans. Nicolas, tu veux en dire quelques mots? Alors, c'est un jeu qui se passe effectivement à l'époque industrielle du 19e siècle, où c'est en gros, pour ceux qui connaissent un peu Paris merveilleux, c'est dans le même genre, c'est-à-dire que les fées se sont révélées au monde, et donc on vit littéralement les fées et les humains ensemble. Et voilà, et ça peut. Il y a des sociétés avec pareil qu'à l'époque, hein, un peu style victorien, mais dans le style où il y a des gens plus bourgeois, des fées aussi bourgeoises, des badauds, des machins, et on revit un peu. C'est mal dit, mais l'époque victorienne, mais en France, quoi. Donc vraiment l'époque Eiffel, Jules Verne, tout ça. Ça tire pas trop sur le steampunk. Donc ça va pour ceux qui aiment pas trop le steampunk.
Il y en a un peu, mais non, c'est alors anachronisme. C'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que sinon effectivement on avait parce que là c'est un mélange avec du fantasy. Je pensais vraiment à un truc quand on parle du chronisme d'histoire qui a été modifié, genre je sais pas, le Troisième Reich qui aurait continué à exister et puis il se passe un truc, tu vois. Puisque tout à l'heure, c'est quoi? C'est Shadowrun avec des fées dans un univers plus médiéval pour le coup, mais futuriste. Hein. Ouais. On a un commentaire de notre souriceau préféré qui nous parle justement de la campagne des héritiers et qui expliquait que c'est pas le décor, un décor de prédilection qu'il aurait choisi au départ, mais qu'il a appris pas mal de choses sur la période de la Belle Époque en y jouant. Et ça a été une surprise, un peu comme l'évoquait Julien quand on est en préparation en tant qu'auteur. Moi, je sais que sur mon jeu Le Fil d'Argent, je voulais pas me consacrer à une seule époque. Donc, dans les scénarios, chaque fois, on va de plus en plus loin. Une surprise que j'ai eue, ça a été notamment sur un scénario qui se passe sur la construction du transcontinental, sans lequel les États-Unis ne seraient pas unis. Donc, construction du chemin de fer qui a relié l'Est et l'Ouest. Et en fait, en lisant des vieux bouquins dessus, j'ai découvert des trucs et ça remettait en question certaines choses que l'on voit dans les westerns. En tout cas, ça explique l'importance du train. Et j'ai une joueuse qui voulait vraiment pas faire le scénario western et qui m'en parle encore en me disant que c'était son scénario préféré parce qu'elle a appris énormément de choses. Et quant aux héritiers, j'en avais entendu parler lors d'une émission à la radio. Alors que pendant ce temps-là, j'étais en train de bosser sur un scénario sur l'exposition universelle de Paris 1900. Mais quand j'ai compris un peu le principe des héritiers, je savais qu'on n'était pas sur le même segment. Alors, est-ce que vous avez des choses que vous avez dans le cadre du jeu de rôle, dans l'objectif d'un jeu de rôle, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'auteur, des événements d'histoire que vous avez pu apprendre ou faire connaître, qui font leur petit effet et qui ont été des bonnes surprises. En plus, je voulais rajouter, puisque tu en parlais, dans les héritiers, ils ont fait un supplément sur tout ce qui est les machineries et mécaniques. Donc, qui rentrent dans le truc. Donc, ils ont vraiment apporté des suppléments de contextualisation, d'industrialisation et tout, pour permettre d'avoir cette matière à construire, en tous les cas, nos histoires. Et pour revenir sur ta question, là, je ne vois pas dans la seconde. Pour le coup, moi, il y en a. J'en ai découvert pas mal en bossant sur Biashara. Je dirais, ouais, l'une des plus grosses claques que j'ai prises, c'est pendant la Mésopotamie, avec la domestication du chameau et donc le début des routes de la soie. Il y a une ville dont j'oublie le nom. J'ai le livre juste derrière. Yep. Pour ceux qui veulent, c'est jamais. Et en fait, pour faire tout le cheminement, je considère, à titre personnel, qu'il a fallu arriver à une technologie assez avancée pour passer à l'ère du cyberpunk. Et ce que j'entends par l'ère du cyberpunk, c'est l'ère où une entité non gouvernementale a assez de moyens pour être potentiellement plus puissant qu'un gouvernement. Sans rentrer dans la polémique, lorsqu'il y a eu le conflit en Ukraine, parce qu'Elon Musk a dit vous allez avoir Internet, il a placé les satellites, il y a eu Internet. Pour moi, ça, c'est un acte cyberpunk. Et j'ai toujours considéré que c'était très récent qu'on soit passé au cyberpunk. Et en fait, en découvrant, pour ceux qui le veulent, la firme des marchands d'Assur, ASSUR, on apprend qu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ, une famille de marchands a été la première à domestiquer les chameaux. Ils pouvaient tellement transporter de ressources de la Chine vers la Méditerranée qu'ils avaient assez d'argent pour être plus puissants que l'État dans lequel ils vivaient. Et ça m'a mis une vraie gifle de constater qu'au final, le cyberpunk, c'est loin d'être récent et que aussi longtemps qu'il y a eu de l'argent, il y a toujours eu des familles, des entités, des compagnies qui avaient assez d'argent pour être plus puissantes qu'un gouvernement. Et ça, dans mes plus grands rêves, je me dis, est-ce que ce serait pas peut-être intéressant de faire un cyberpunk médiéval où on reprend, on imagine cet univers médiéval où on a des entités économiques qui sont plus puissantes que des États.
Dans l'histoire, on le voit avec les compagnies vénitiennes, par exemple, qui étaient quand même... En gros, c'est l'héritier des guildes. Hein. C'est c'est des grandes compagnies marchandes qui avaient un pouvoir à travers des routes maritimes, des choses comme ça. Et bon, donc oui, c'est effectivement, comme tu le dis, il y a des organismes qui ont ou ont eu, en tous les cas, plus de pouvoir que certains gouvernements en soi, ou qui se sont constitués par la suite en gouvernement, ou en pays d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les économistes, les historiens, quand ils parlent de la montée en puissance des corporations, on ne parle pas encore de méga corporations, mais on y va, disent que c'est du néo-féodalisme. Finalement, voilà, on voit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça. Je voulais rebondir sur ces histoires-là de routes commerciales et tout ça, parce que pour un projet sur lequel je travaillais, qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle, mais l'une de mes grandes passions, c'est les pirates. Donc voilà, Capitaine Vaudou, bien sûr, toujours dans mon cœur. Mais je lisais ce livre très intéressant d'un historien américain qui s'appelle Mark Hanna, sur voilà, les repères de pirates et l'ascension de l'Empire britannique. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il explique comment les pirates ont eu un âge d'or à une époque, parce que les colonies qui se développaient en Amérique du Nord n'étaient pas fournies dans les matières dont ils avaient besoin par la maison mère, par l'Angleterre, par les pays européens. Donc les pirates remplissaient un besoin, en fait, qui était de fournir ces colonies en ressources. C'est pour ça que du coup il y avait des resellers, des gens pour acheter ce que les pirates dérobaient. Et en échange, ces colonies fournissaient une protection aux pirates. Et il explique par exemple comment les Quakers à Baltimore, et en fait les capitaines pirates épousaient des filles de Quakers à Baltimore, parce que comme ça ils devenaient intouchables, en fait, parce qu'ils faisaient partie maintenant de la communauté, et donc la justice pouvait plus leur mettre la main dessus. Par contre, et ça, je trouve c'est très humain, mais à partir du moment où l'Empire britannique s'est formé vraiment dans sa puissance économique, à avoir des routes commerciales pour aller vers les colonies d'Amérique du Nord et les fournir, à partir du moment où il y a eu ces routes officielles, ces communautés se sont retournées contre les pirates et les ont livrées. Donc, voilà, les pirates ont pu exister dans une période donnée, parce qu'il y avait ce besoin, mais à partir du moment où la globalisation est arrivée et a permis à l'économie légale de se faire, les pirates n'étaient plus nécessaires, et donc ils devaient disparaître. Sérieux twist. Concernant les petites anecdotes de choses que l'on peut apprendre grâce au jeu, moi j'ai un scénario où on évolue au milieu de la famille des Romanov. En PNJ, on a à côté de soi un certain Rasputin. Et lors du scénario, on apprend pas mal de choses, des choses qui sont un peu connues, puis que moi j'avais eu le loisir de sourcer, de vérifier. Et un de mes joueurs se retrouve le week-end suivant sur un repas, et puis que le sujet part sur la mort de Rasputin. Et lui, il a balancé, mais non, il a été tué par un tel, par ceci, à telle heure, etc., etc. Et tout le monde le regarde avec des gros yeux, comme si c'était un génie d'histoire et de culture, alors qu'il avait juste fait un scénario une semaine avant. Tu as parlé de Captain Vaudou, et on a justement Pierre qui nous disait qu'en termes d'écriture, pour la création des scénarios de Captain Vaudou, si c'était pas un scénario de pure piraterie, c'était de prendre un événement historique et de s'en emparer. Et il évoque dans le livre de base, il y a la déportation des prostituées, et ça me renvoie à une expérience que j'ai faite en allant au Québec, donc tu parlais de l'Amérique du Nord, où dans une petite église assez discrète, il y a la statue d'une jeune femme qui, je crois, est devenue une sainte, et qui était une Française qui a voyagé dans un bateau miteux, en cale, où en fait le roi à l'époque avait envoyé pas mal de monde, et ça manquait cruellement de femmes au Québec. Beaucoup de ces femmes étaient des femmes de petite vertu, pour employer un mot poli. Et en fait, cette Française pieuse pratiquante, elle les a tenues toutes debout. Alors, il y a eu des morts, des maladies. Et arrivée là-bas, elle n'y allait pas alors c'est peut-être qu'il y a une partie romancée, bien sûr, mais il n'y allait pas que pour gagner de l'argent, mais se trouver un mari, ainsi de suite. Et le trajet, elle l'a fait à plusieurs reprises. Elle a même fini par être reçue par le roi.
Donc, comment un petit personnage qui semble anodin, une jeunette, a réussi à faire ça, c'est assez bluffant de courage. Donc, c'est ça que j'aime bien dans les jeux d'histoire, c'est on peut découvrir en creusant un petit peu des personnes qui vont pas avoir un style à se tenir en haut d'une montagne, encapuchonné et regardant au lointain. Coucou le Witcher. Voilà, donc il y a des trucs vraiment très chouettes à découvrir dans les jeux avec une inspiration historique. On n'est pas obligé d'aller dans la très grosse fantaisie pour avoir des personnages qui sont tout à fait admirables et remarquables. D'autres idées vous viennent à l'esprit pendant que je regarde les commentaires si on a des nouvelles questions? Là où ce sujet est super intéressant, sur les choses qu'on apprend au jeu de rôle, c'est que on peut aussi prendre la problématique dans l'autre sens. Qu'est-ce que le jeu de rôle peut apporter à l'histoire? Et souvent, on a ce postulat comme étant le jeu de rôle qui est quelque chose qui reçoit, mais dès qu'on arrive à inverser le postulat, le jeu de rôle devient quelque chose qui émet. Et là encore, ça rejoint ça rejoint, comme on disait plus tôt, quelle est la volonté autour du jeu, quelle est la volonté autour de la création. Et ça, on repartirait sur une autre soirée. Ah, écoute, moi, je peux juste y réagir et j'espère ne couper l'herbe sur le pied de personne. On a un partenariat en cours avec le Louvre-Lens, qui a une exposition qui est démarrée, je ne sais plus trop les dates, mais on les confirmera à l'écrit, puis je les dirai si quelqu'un les trouve. Le Louvre-Lens a une exposition sur, j'espère ne pas me tromper dans les mots, sur les animaux fantastiques, d'une manière assez générale. Et donc, il y a tout un volet qui est dédié à Donjons et Dragons via la série que moi j'ai toujours pas regardée, rendez-vous compte. Et donc pour cela, on a récolté et récupéré auprès de différents passionnés collectionneurs des raretés. Je sais que on a Christian Lehmann qui nous a prêté la première édition du Monster Manual, etc. Et donc il y a aussi un public qui va aller au musée par intérêt pour le jeu de rôle. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Nicolas, alors là aussi, désolé, j'ai pas son nom complet en tête, qui fait venir les gens au musée. Donc il est dans une ville de province, dans un musée histo, je crois, sur la partie gréco-romaine, et il fait faire des scénarios d'Imperator. Et donc, les gens viennent au musée pour faire du jeu de rôle. Et pendant qu'ils sont là, et pendant que le scénario s'intéresse à un élément qui est lié au musée, et ben, ça leur donne de l'intérêt. Et c'est ce que j'ai découvert avec mon jeu. C'est-à-dire que mon jeu, au départ, c'était juste un décor. J'avais un décor où on allait jouer à chaque fois une époque. Et finalement, et ben, je me retrouve avec des joueurs et des joueuses qui ont aimé apprendre des choses et qui vont regarder ensuite une fiction, un livre ou un film avec un peu plus d'intérêt. Donc, il y a un renvoi d'ascenseur qui se fait. Et il y a de plus en plus de partenariats qui peuvent se faire avec les musées. Donc, pour ceux qui le peuvent, je crois que c'est le week-end prochain qu'il y a un week-end un peu spécial au Louvre-Lens. Oui, je pense que le week-end prochain, avec des parties de jeux de rôle qui vont être faites par les associations locales. Je sais aussi qu'il y aura un actual play qui se fera là-bas. Et puis, je manque aussi à mes devoirs d'animateur. Nous sommes un petit peu plus d'1 heure de table ronde. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si vous avez envie de recommencer, de participer et de soutenir les associations caritatives via le bouton « Faites un don » sur la page du Roll-Event, sachant que ce qu'on a dit tout à l'heure, pendant l'inauguration, on a parlé d'un objectif de promesse de don. La promesse de don, c'est très bien, mais le don, c'est encore mieux. Promesse de don, c'est quand on dit « je vais faire un don de temps », mais après, il faut aller au bout de la démarche, cliquer sur ce bouton pour que l'opération soit finalisée. Il y a toujours un petit écart un écart petit, gros, entre l'intention et l'action totale. Voilà, je pense que quelqu'un allait réagir à ce qui avait été dit avant. Je vous en prie. Oui, en fait, je voulais juste réagir à ce que disait Doudou sur la manière dont l'histoire peut s'inspirer du jeu de rôle, ou comment on peut utiliser le jeu de rôle peut-être pour interroger l'histoire. Je pense à ces expériences qui se font un peu partout, en tout cas régulièrement, sur des procès où on refait un procès historique, mais du coup, c'est presque du GN, hein, quelque part. Il y a un public qui participe, qui va écouter les arguments de la défense, de l'accusation, tout ça, et jouer le rôle du jury et de voir
si vous aviez dû juger cette affaire, qu'est-ce que vous auriez décidé à la fin? Et c'est des expériences qui sont très intéressantes et finalement, c'est du jeu de rôle. Moi, en ce moment, je travaille sur une série pour ma chaîne qui est, en gros, pour ceux qui connaissent, déjà Cthulhu, j'imagine qu'ils connaissent, mais dans un système en 1-1, donc un MJ, un joueur à travers le temps, donc du Code Quantum, pour ceux qui connaissent aussi la série ou qui ont vu le reboot, mais version Cthulhu. Donc, où l'histoire va être altérée, où il va y avoir des choses, et où, bien sûr, rien ne peut se passer sans que certaines sociétés secrètes n'aient eu leur mot à dire dans l'histoire et qu'il va falloir combattre. Et dans les projets, donc, je travaille actuellement sur le système d'un jeu à proposer en maison d'édition pour une série, film qui est déjà sorti, se passe à travers le temps et où des individus mal intentionnés modifient le temps et où une certaine brigade va devoir faire en sorte que les choses se passent comme elles auraient dû se passer. Mais est-ce que les choses se passent toujours comme on le croit? Ou est-ce qu'elles se sont déjà passées comme ça? That is the question. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut interroger aussi, on peut jouer avec l'histoire, on peut jouer avec le temps, on peut modifier, le torturer, le rétablir, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses, faire des allers-retours, tout ça, mais est-ce qu'on est obligé de s'attacher à l'histoire réelle? Est-ce qu'on peut avoir une part de fantaisie? Moi, je le conseille aussi, hein, quand même. Après, il y a des choses aussi dans le jeu de rôle, parce que j'ai parlé de Cthulhu, parce que c'est aussi the premier jeu. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, je suis désolé. Mais c'est mon premier jeu, Cthulhu, et quand je vois la V1 et aujourd'hui on est à la V7 plus tous les dérivés qu'il y a avec Cthulhuac, toutes ces choses-là, et quand on lit les premières versions de Cthulhu, et il y a aussi une évolution dans l'écriture, parce que, à l'époque, qu'on était une personne de couleur, qu'on était une femme ou des choses comme ça, c'était pas forcément la fiche de personnage la plus hypée du monde, hein, parce qu'on avait des risques à chaque coin de rue. Et je me rappelle d'un plan de bus que j'avais vu dans une V1 où il était vraiment identifié la place on va le dire, hein, des blancs, des noirs, des femmes et tout ça, comment c'était composé dans un transport. Est-ce que c'est une histoire, parce que ça en fait partie aussi, est-ce qu'on doit la canceller? Est-ce que c'est important de rappeler que ça existait? Et je suis totalement pour que, quel que soit le personnage, il puisse agir de la même manière qu'un autre. Mais voilà, comment ça fonctionne, sachant on joue quand même dans les années 20-30? Moi, j'aurais envie de dire que c'est finalement c'est une discussion à avoir avec les joueurs, en fait, autour de la table, savoir quelle importance on accorde à la simulation historique. Parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui vont être passionnés par ça et qui disent oui, jouons en étant le plus près possible de l'époque et effectivement de ce que ça impliquait. Et il y a peut-être des joueurs pour qui c'est un sujet sensible et qui, du coup, préféreraient on a une version de l'histoire un peu plus hollywoodienne, peut-être un peu aseptisée, mais qui fait qu'ils peuvent jouer à tout type de personnage sans avoir ce genre de problème. Et je pense que c'est aussi très valide du moment que c'est une discussion, en fait. Il faut juste en parler et puis voir qu'est-ce qui va amuser tout le monde, finalement, à la table. Yannick, un avis? Oui, moi, en fait, pour ma part, c'est crucial et je suis même triste de la censure. Et ça me fait aussi, on va divaguer un peu, mais pour le coup, c'est notre histoire. Ça me fait aussi penser à cette idée de, par exemple, renommer les 10 petits nègres d'Agatha Christie en Ils étaient 10. Et c'est très très important parce que aussi bien le jeu que les œuvres culturelles permettent de savoir d'où on est parti et où on va. Par exemple, voir un jeu à l'humour douteux, lorsque on tombe dessus, lorsqu'on a l'année d'édition, c'est aussi se rendre compte de dire, ah ok, à cette époque, c'était un sujet d'humour, et c'est un sujet d'humour qui était bankable, parce que c'est un produit qui s'est vendu. Donc ça permet, via le jeu aussi, de voir quelles sont les tendances culturelles auxquelles on est contemporaine.
auquel on est contemporain, pardon. Et ça me fait penser parce que avec Dania, on lit beaucoup de psychologie aussi dans le jeu de rôle, parce qu'on amène beaucoup de psychologie dans Biashara. Et le fonctionnalisme, c'est pour nous un élément crucial de la création d'un jeu de rôle, parce que toutes les limites sociales et toutes les limites des interactions et du gameplay qu'un créateur va mettre dans son œuvre, c'est aussi un écho de l'époque du créateur et de ce qui était soit commun ou alors considéré comme une révolution pour ce créateur. C'est pour ça que c'est important que ces œuvres restent là et surtout, j'imagine quelqu'un qui veut se renseigner sur Rosa Parks, qui veut savoir ce que ça faisait à cette époque-là, les années 20, etc. Il va à la bibliothèque parce qu'il est curieux. Hein, pourquoi pas Internet a disparu. Et la bibliothèque lui parle et elle lui dit, justement, il y a aussi eu un Français, il s'appelle Dust, il a fait un livre dessus. Non, mais c'est un exemple comme t'en parles. Elle dit, on a un créateur français qui a fait un jeu dessus, et justement, au travers des mécaniques de jeu, il propose aux gens, justement, le temps d'une soirée, un one-shot, etc., d'avoir une expérience rôliste immersive au sein de ces événements. Parce que c'est une chose de l'imaginer, et c'est une chose, même au travers du jeu, que d'en faire l'expérience. C'est pour ça que la censure... J'ai du mal avec la censure, mais c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Je pense que le terme de censure, selon sensibilité, certains appelleront ça censure, d'autres appelleront ça de la précaution ou du respect. Moi, je te rejoins sur pas mal d'aspects et bon, je n'ai pas pu cacher mes hochements de tête et j'approuve beaucoup de choses de ce que tu as dit. Je sais que sur mon jeu, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Je me rappelle notamment un jour avoir une publication de quelqu'un que je respecte beaucoup, qui avait partagé les mots d'une nana américaine, je pense, afro-américaine, qui disait que si tu n'étais pas noir, tu n'avais rien à écrire sur les noirs. Et comme moi, j'ai un jeu qui se passe dans plein d'endroits, j'ai pas encore suffisamment avancé dessus, j'ai des collaborations qui sont en train de se faire, mais je ne conçois pas de faire mon jeu qui va dans le monde entier sans que j'ai un scénario en Afrique. Mais si c'est pour me faire reprocher d'avoir fait un scénario en Afrique, parce que moi, je n'ai pas d'origine africaine, je tourne en rond, quoi. Après, pour l'expérience de vécu, je sais que pour avoir vu, par exemple, les Figures de l'ombre, qui se passe il n'y a pas si longtemps que ça, en 1969, à la préparation du décollage d'Apollo 11, c'est déjà un tableau suffisamment saisissant pour voir la vie de salariés de couleur aux États-Unis dans les années 60. Et du coup, je l'ai utilisé en scénario et les personnages féminins peuvent vivre ça. Après, il y a aussi des accessoires de sécurité émotionnelle, de faire des petites pauses et puis de s'adapter avec sa table. Mais c'est un choix peut-être à la fois d'auteur et puis après libre. De toute façon, on sait bien que les meneurs de jeu et meneuses et les tables de jeu vont adapter aussi. Hein. Il n'y a pas que le fameux tu prends que tu adaptes. Chacun va y mettre un peu sa sauce. Mais ça peut être intéressant. Enfin, moi, je suis plutôt de ton avis. Il y a des choses qui ont eu lieu. On peut en profiter pour apprendre des émotions, des sensations et se projeter sans évidemment avoir la prétention de comprendre ce qui s'est vraiment passé. On pourra faire jouer toutes les scènes de RP du monde d'accouchement aux hommes. Je pense qu'on sera toujours loin de la réalité. Toujours. Non, et puis même, on a quoi, H.P. Lovecraft, il est reconnu comme ayant eu des propos quand même un peu tendax. Tolkien, il était misogyne à crever. Et ceux qui ont vu les films, je vous invite à lire les livres qui sont très longs parce que le rôle des femmes n'est pas du tout le même que dans les bouquins, que dans les films. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, dans le moderne de l'histoire, on a modifié pour adapter, pour rendre grand public. Mais oui, c'est des auteurs qui sont dit reconnus, qui ont inspiré beaucoup de choses, mais qui sont pas aujourd'hui. À leur époque, en fait, leur pensée était on va dire, entre guillemets naturelle. Hein. Mais aujourd'hui, eh bien, on est revenu sur des choses qui se sont passées, on a pris du recul. Il faut qu'on comprenne aussi. C'est compliqué
d'essayer d'expliquer l'histoire sans en dire l'ampleur. Ce que ça a pu avoir de bienfaits, comme ça a pu aussi avoir des conséquences dramatiques. Et alors, bien sûr, quand on fait du jeu de rôle, on est là pour s'amuser, hein. On n'est pas là pour passer un moment déprimant. Mais quelqu'un qui veut vraiment s'attacher à l'histoire, je pense qu'il doit être aussi face à cette réalité. Après aussi, il y a la façon dont c'est fait. Par exemple, nous, ah bah, tu peux aller, Dragon? Non, ok. Non, je t'en prie, je dirai après. Ok. Par exemple, nous, dans Biashara, c'était très important pour nous d'aborder le sujet de l'esclavage. Donc, on s'est assez documenté dessus. Et aujourd'hui, on aborde le fait que l'esclavage était un système. Sans rentrer dans tous les détails de Biashara, là où l'esclavage fait partie de l'expérience, si on me permet l'expression, c'est que à l'époque médiévale, je pense que Julien pourra confirmer, on ne tuait pas. En tout cas, lorsqu'on combattait un noble, un chevalier ou quoi que ce soit, on ne tuait pas, on capturait et on rançonnait. Si la personne n'était pas noble ou si elle n'avait pas une importance quelconque, elle était revendue. Donc pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, les personnes étaient réenrôlées dans l'armée régulière ou elles étaient achetées par les familles. Comment on le traduit in-game? Lorsqu'un joueur perd un combat, le joueur ne meurt pas. Ça aussi, c'est quelque chose. Il faudrait qu'on apprenne les rôlistes à sortir le coup d'épée comme étant la résolution à tout. Et donc, lorsqu'une personne est du coup défaite ou elle est neutralisée, il y a un petit jet qui va définir à qui elle sera vendue, dans quelle région et quelle sera sa condition d'esclave à partir de ce moment-là. Et pour nous, l'importance d'avoir cette mécanique, c'est de simplement dire aux joueurs, bah, si vous voulez une idée de ce que ça peut faire d'être un noble le lundi et de d'éplucher les pommes de terre le lundi soir, c'est une des choses qui pouvait arriver. Et du coup, avec le côté psychologie, comme je dis qu'on rajoute beaucoup de psychologie dans Biashara, lorsqu'un joueur veut sortir son épée, il est constamment au courant que s'il perd, en fait, son personnage sera toujours en vie. Donc, il ne va pas perdre sa partie. Mais tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a mené au cours de toutes ces parties, bah, ce sera interrompu et ce personnage sera esclavagisé. Et donc, du coup, tu vas devoir réapprendre ton personnage, tu vas devoir réapprendre ton environnement en ayant cette contrainte. Et on prend aussi les autres royaumes, notamment le sultanat mamelouk, qui a été réellement fondé par une esclave. Si on fait les choses, si on regarde la timeline accélérée, la favorite, du moins une femme est achetée pour un harem, elle devient la favorite d'un mamelouk, le sultan meurt, ce mamelouk fait un coup d'état, il choisit cette favorite pour devenir sa reine, elle fonde la dynastie mamelouk au moment où les Huns marchent sur Bagdad. Donc elle ne l'a pas fait dans un petit contexte, elle l'a fait bien sûr avec les autres, mais bah, comme tu disais Dragon, ou Julien, je sais plus, il y a des choses touchy. De ces choses touchy, il y a eu des choses qui ont été bénéfiques pour certaines personnes, et il y en a eu qui ont été terribles pour d'autres. Le jeu de rôle, sous couvert de jeu, avec des mécaniques bien amenées et bien dosées, je pense que c'est vraiment l'occasion de pouvoir l'aborder et même d'amener une discussion autour de ce qui est proposé et de comment c'est proposé. Je pense que tu as dit l'essentiel entre la mécanique et l'option tuer un adversaire pour pour simplifier la vie. Tant que le personnage auront comme meilleure capacité et meilleur talent et le plus de grandes chances de succès de mettre 30 points de dégâts sur un coup, quelque chose qui va réussir à peu près à tous les coups, ou bien faire une négociation sur laquelle le personnage est faible, il y aura le choix et la facilité qui peut arriver. Donc, au niveau mécanique, petit message aux auteurs, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose qui m'est revenu tout à l'heure sur les situations entre l'histoire et qu'est-ce qu'on fait. Alors, bon, je ne pensais pas parler à plusieurs reprises de ce que je traverse avec le fil d'argent, mais les personnages dans mon jeu sont des contemporains. Et l'action a commencé, le jeu a commencé en 2018-2019.
Les personnages vont dans le passé à plusieurs reprises, et sur un scénario qui s'est étiré, qui a été un peu long, quand les personnages sont partis au niveau du jeu, on n'était pas encore dans le Covid. Et quand les personnages reviennent, au niveau de calendrier de jeu, de joueurs à campagne, on joue à ce moment-là à distance, on était dans le Covid. Et donc, je leur ai fait un petit questionnaire en privé à chacun. Bah, aujourd'hui, messieurs, dames, on vit avec le Covid. Qu'est-ce qu'on fait dans la campagne que tu es en train de jouer? Le Covid est là ou il n'est pas là? Et ils ont tous eu le choix. Donc, ils avaient le choix, il est là, on joue avec. Il est là, mais c'est un second rôle. Ça ne devient pas l'élément majeur du jeu, ou bien il n'est pas là du tout. Et donc, sur mes 4 participants, il y en a eu, ils ont été tous, il est là. Et personne n'a. Alors que pourtant, ça nous est déjà bien sué en termes de liberté individuelle, de déplacement, etc. Donc, ça a été une surprise. Et en fait, on pourrait tenter de dire, faut pas que je fasse ci, faut pas que j'aborde ça, etc., etc. Ça vaut le coup de poser la question. Et on peut avoir la surprise d'avoir des gens qui disent non, mais ok, l'esclavage, oui. Enfin voilà, j'ai pas de problème à le jouer avec. À partir du moment où c'est pas l'élément récurrent, permanent, où mon personnage n'est pas une victime pendant 8 scénarios de suite, quoi. Donc on peut avoir des surprises. Moi, je pensais vraiment qu'on allait jouer en partant du principe que le Covid n'était pas là, et du coup, ça a donné d'autres sorts. Est-ce que vous avez d'autres choses qui viennent en tête? Et puis, avant que je vous passe la parole, rappelez aussi qu'on parle des dons, mais vous avez aussi une boutique solidaire sur laquelle vous pouvez trouver des produits qui sont assez cool, que des créateurs mettent à disposition du Roll-Event avec des prix intéressants. Donc, allez jeter un coup d'œil, toujours sur la page du site rollevent.fr. Quelque chose dont on n'a pas assez parlé, et je reprocherai à l'absence de Daniel là-dessus. Sourisseau qui nous dit: on oublie souvent les femmes dans l'histoire. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Moi, j'ai assez parlé, je vous laisse vous prononcer. Je pense que c'est très vrai, et l'histoire, en réalité, en tant que science, c'est une réécriture permanente. C'est ce qu'on se rend compte que ce qu'on pensait, l'histoire qui était racontée sur, par exemple, les Grecs, les Romains, les Gaulois et tout ça, à l'époque de la Révolution française, c'est pas celle qu'on racontait au 19e siècle, et c'est pas celle qu'on racontait aujourd'hui. Ça évolue au fil des connaissances, mais aussi parce que chaque époque réécrit un peu l'histoire. Au 19e siècle, par exemple, il y a des... je sais pas comment on pourrait qualifier ça, des clubs de gentlemen qui se formaient pour, par exemple, la Renaissance celtique, la Renaissance druidique, la Renaissance viking, et qui, en fait, ont fait, j'ai envie de dire, beaucoup de mal à l'histoire, par exemple, en gommant activement le rôle des femmes. En disant, par exemple, les druides, c'était une caste uniquement d'hommes. Non, pas du tout, en réalité. Mais encore aujourd'hui, c'est une idée qui est assez ancrée, que les druides, c'est forcément des hommes, alors que les historiens, on va dire sérieux, disent non, mais en fait, non, ça, c'est pas vrai. Et il faut un peu combattre ce la barbe. raccourci-là. Et du coup, c'est là où on voit qu'effectivement, traiter... Et je pense que c'est ce qui est très important, ce que disait Doudou, sur le... Il faut traiter les sujets avec une vraie connaissance du sujet, en fait. Trop souvent, pas que dans les jeux de rôle, hein, aussi dans certains romans, certains films, des sujets comme l'esclavage, comme les violences sexuelles, des choses comme ça, sont utilisés pour choquer, pour le côté sordide, et pas vraiment avec empathie, avec une vraie réflexion de pourquoi ces choses-là arrivaient. Et c'est ça qui, je pense, est reproché parfois à certains univers, de dire, par exemple, cet univers, il utilise l'esclavage, mais vraiment c'est une version de l'esclavage qui est extrêmement... qui est là juste pour rajouter du drama, entre guillemets, et c'est pas vraiment réfléchi ou utilisé de manière... je trouve pas le terme, je commence à fatiguer, mais voilà, c'est utilisé de manière un petit peu légère, quoi. Et par contre, je pense qu'on peut traiter de tous les sujets en jeu de rôle, tant qu'effectivement l'auteur a pris la peine de vraiment travailler le sujet et de s'assurer qu'il le traite bien.
Pour la place des personnages féminins ou des femmes dans les jeux d'histoire, moi je sais que le problème il est résolu de mon côté, c'est-à-dire que les scénarios, même si des fois ça me donne un peu plus de travail, les 4 personnages jouables vont toujours être 2 hommes, 2 femmes. Donc j'ai le plus souvent des tables mixtes. Et puis des fois j'ai des joueurs qui jouent des personnages féminins et du coup ça leur donne une petite surprise. Bah, moi, à ce niveau-là, il y a d'excellents retours que j'ai eu aux octogones une fois. C'était une table quasi exclusivement féminine. Et à la fin de la partie, les joueuses m'ont dit, dont une qui découvrait le jeu de rôle pour la première fois, elle a dit, ben, cette partie, c'est ma préférée, parce que c'était la partie qui avait les enjeux auxquels je pouvais le mieux m'identifier. Et ça fait partie des longues discussions qu'on a avec Dania. Donc, pour le coup, chérie, je sais que tu me regardes, ton absence se fait ressentir. C'est que elle me l'a dit clairement, les enjeux héroïques, je ne m'y reconnais pas dedans du tout. Que les enjeux, enfin comment dire, les enjeux où c'est la force qui va amener la résolution, ou du moins l'enjeu il va être tellement grand que mon personnage est illustre, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc je pense, même si la formulation est difficile, enfin même elle est bizarre à dire, mais je pense que nous en tant qu'auteurs des deux sexes, il faudrait qu'on prenne le temps d'explorer la mythologie féminine. Et par mythologie féminine, j'entends une nouvelle vision. Alors, je vais lâcher une info comme ça va être une surprise, mais par exemple dans Biashara, on a des animaux qui sont anthropomorphes. Bah, nous, on revisite la féminité, à savoir chez l'alligator, la femelle est juste plus grosse que le mâle. Bah, pour être un marqueur de féminité, on va faire des femelles qui sont juste plus grandes, plus grosses. Pas la peine de mettre des seins, pas la peine de mettre des hanches, pas la peine de mettre des cils. Donc, déjà à ce niveau-là, il faut qu'on revoie, comme je dis, la mythologie de la féminité. Il faut qu'on ait un nouveau regard dessus. Et il faudrait aussi qu'on arrête d'avoir des enjeux où on est l'élu, on parle au roi. Donc, qui dit roi, c'est quelqu'un qui a une armée, quelqu'un qui a des ressources quasiment illimitées, quelqu'un qui a potentiellement des alliés. Il a tout ça à sa disposition, mais il dit non, je vais envoyer les 4 cocos qui sont là, et c'est eux qui vont sauver tout le monde. Bah, les joueuses que moi j'ai croisées, elles m'ont dit à la fin qu'elles se reconnaissaient jamais dans ces enjeux. Je dis pas qu'il y en a pas, mais moi la majorité de celles que j'ai croisées ne se reconnaissent pas dans ces enjeux. Donc ça revient aussi sur comment on écrit du jeu, comment on l'amène et, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu au final. Et on a perdu notre animateur. Ouais. C'est pas grave. Mais non, c'est intéressant ce que tu... Parce que c'est vrai que l'an dernier, j'ai fait une table ronde, oui, je crois que c'est l'an dernier, sur ça, un peu l'histoire comme ça, et on parlait justement de cette image d'hypersexualisation de la femme dans le JDR. Et c'est vrai que les premiers jeux de rôle dans les années 80, voilà, c'était... T'avais le barbare, pour l'occurrence, qui était costaud, qui avait le machin, pas forcément le barbare, mais l'aventurier, genre il avait l'armure et tout, et puis la femme, elle avait limite un string et des cache-tétons en type d'armure, pour les mêmes compétences. Oui, le string d'Athéna, oui. Très connu dans les MMO. Bon, messieurs, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à faire les uns et les autres? On va commencer par Nicolas. Et bah déjà, merci pour faire partie de cette première table ronde parce que c'était vraiment sympa. J'ai appris aussi beaucoup de choses et c'est ça, je pense, qui est important. Malgré les échanges, il est important d'apprendre parce que bah, ça fait partie de tout ce qu'on partage les uns avec les autres dans cet univers du jeu de rôle. Et je suis aussi ravi parce qu'il y a des super associations à qui il faut faire des dons parce qu'ils mènent de belles actions au sein des hôpitaux et c'est vraiment un événement que j'aime bien faire, Roll-Event. Donc je suis très content, Dragan, que tu m'aies invité. Ça, vous allez tous m'appeler Dragan et plus Dragan. Julien. Bah, moi je dis Dragan à la base, mais tout le monde dit Dragan, alors je suis le move, hein. Mimétisme.
Eh bien, de mon côté, je suis très content d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir découvert des jeux qui m'ont l'air absolument passionnants et que maintenant je suive de très près, notamment le jeu de Doudou qui m'a l'air particulièrement bien. Et de mon côté, même si je fais pas de jeu historique, c'est quand même un sujet qui me passionne et où j'essaie toujours d'avoir un petit quelque chose qui rattache à l'histoire. Que voilà, je trouve qu'on c'est toujours plus intéressant et comme je disais tout à l'heure, parfois l'histoire est plus surprenante que la fiction et on découvre des choses auxquelles on n'aurait jamais cru et on se dit si c'était dans un roman, les gens trouveraient ça pas crédible, alors qu'en fait c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Et donc là, j'ai 2 jeux dans le pipeline. Normalement, d'ici Noël, va sortir Sans Cœur, qui est un jeu de dark fantasy inspiré des mythes du roi Arthur, même si c'est un monde de fantasy, donc ce n'est pas l'Angleterre, mais qui fait que je me suis pas mal renseigné aussi sur le sujet pour l'écrire. Et l'autre jeu sur lequel je travaille, qui s'appelle La Bannière de la Liberté, qui est un jeu de pirates de l'espace, qui se passe c'est l'entre-deux-guerres, mais transposé dans un futur où le système solaire a été colonisé. Donc voilà. Donc là encore, même si c'est de la science-fiction, même si c'est même de la space fantasy entre guillemets, l'histoire à sa place et est une inspiration. Merci Julien. Doudou? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de découvrir tout le monde, d'avoir pu échanger un mot avec tous. Belle table ronde, beaucoup de plaisir. Donc, je vais pas l'étirer plus que ça. Petit coup de pub pour ceux qui veulent, suivez-nous sur les réseaux, biachara.ttrpg. Donc, jeu en cours de développement. En ce moment, on travaille sur un kit de découverte. On veut le rendre disponible en février pour Cannes. C'est notre objectif actuel, donc on bosse que là-dessus. Ouais. Et pour ceux qui aiment pas mal l'histoire, on pousse le bouchon assez loin, qu'on révise également l'histoire des outils de jeu, c'est-à-dire l'histoire des arts martiaux, l'histoire des armes, des armures, tout genre de petites choses. On essaie d'aller assez loin, mais comme c'est une uchronie, bien sûr, tout ce que vous lirez est faux, peu importe à quel point ça a l'air vrai. Donc, faudra pousser un petit peu plus loin pour démêler ce qui était là et ce qui a été amené pour le plaisir du jeu. Merci. Merci à vous 3. Merci au public qui est présent et qui est là. Alors, le démarrage des dons, comme chaque année, démarre lentement. Tout à l'heure, au début, on était à un petit peu plus de 200 €. J'espère que ça va continuer. La nuit, portez conseil, reposez-vous bien, dormez. À tous, allez sur le site roll11.fr pour pouvoir bien suivre l'actualité. Allez un peu dans tous les coins et recoins où vous trouverez des informations, peut-être des choses intéressantes que vous n'avez pas vues. Les auteurs qui sont là et participants, voyez un peu, essayez de les titiller. Peut-être qu'ils apparaîtront dans le Discord d'une manière ou d'une autre. Et puis, si vous avez besoin d'échanger d'autres choses ou les contacter, vous pouvez nous écrire à la FFJDR, soit via le formulaire, soit via Facebook, soit sur notre site. Bravo pour votre participation. Je vais clore la table ronde et soigner ma gorge malade. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un excellent Roll Event. Bravo, plein d'amour. On vous aime. Bonne soirée à tous.